Bonsoir les amis, bienvenue dans ce nouveau numéro du Club. Deux sujets, deux thématiques essentielles lors de cette édition du Club. Et comment peut-il en être autrement? Le sacre du Real Madrid, 13e couronne en Ligue des Champions. La troisième d'affilée, c'est tout aussi historique que phénoménal. On y reviendra. Et puis, on se projettera sur le mondial qui débute le 14 juin. L'équipe du Maroc est en stage en Suisse. Ses adversaires ont joué ce lundi. On aura parmi nos invités Moustapha Hadji, l'homme aux 3 Coupes du Monde, 2 comme joueur et la prochaine, bien entendu, comme membre du staff technique de la sélection marocaine. On commence par le commencement donc. Et tout d'abord, c'est d'accueillir mes invités dans cette édition du Club, notre artiste, Reda Alali. Bonsoir Reda. Bonsoir les amis. Reda Alali, artiste bien sûr, qui était très occupé par ces derniers temps, qui est un blessé de guerre. Est-ce qu'on peut voir un peu bon, ça paraît pas très spectaculaire, mais pour un guitariste, c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est comme si moi, par exemple, j'avais une fracture de la langue, une fracture du cerveau. Pour Amin Rahmouni. Salut Amin. Du cheveu. Du cheveu. Bon, ça commence bien. Bonsoir les amis, bonsoir Jalel. Je pense que tu serais inspiré d'avoir de temps en temps une petite fracture dans la langue. Ça nous fera des vacances. Surtout le mardi. Surtout le mardi. Les amis, donc on va évoquer bien entendu ces deux grands événements, celui qu'on a vécu, celui qu'on va vivre à partir du 14 juin, la Coupe du Monde. D'abord, on va revenir bien entendu sur cette finale de Ligue des Champions. Juste rappeler à nos téléspectateurs, également à nos auditeurs sur Média Afrique, que vous pouvez participer à nos débats, vous pouvez participer également en posant des questions à nos invités sur la page Facebook de Média TV, sur la page Facebook bien sûr également de la radio, et puis sur Twitter, et puis à travers le hashtag Club, je suis à la page. Les amis, un petit tour de table avant donc de rentrer dans le vif du sujet. Nouveau titre, 13e pour le Real Madrid. Ouais, historique, et on s'y attendait un petit peu, hein, même si Liverpool très rapidement débarre tambour battant, avec un trio, notamment Mané encore, qui a fait des misères à cette défense du Real. Après, il y a le tournant, je pense, cette blessure volontaire ou pas. Après, je pense qu'on pourra en débattre, hein, mais cette blessure de Mohamed Salah qui effectivement prive Liverpool de son plus bel atout offensif. Et par la suite, je pense qu'on a eu quasiment plus qu'une seule équipe sur le terrain, celle du Real, qui a fait valoir à la fois son expérience, le génie, ou entre guillemets, on va dire, son entraîneur qui réussit son changement, Bale, le remplaçant qui rentre, qui met 2 buts, une profondeur de banc de touche. Je pense qu'il y a beaucoup d'atouts que ce Real avait, que Liverpool n'a pas. Mais perso, j'ai vécu une très belle finale. Un peu déçu parce que j'étais sur ce coup pour Liverpool, bien entendu. Salah, on en a parlé la semaine dernière, Salah et beaucoup d'autres raisons. Mais voilà, pour moi, c'était une belle finale et surtout un sacre historique pour Zidane et les siens, quoi. Au-delà de la finale, c'est plutôt aussi le parcours du Real Madrid. Parlons d'abord de cette finale. Non, moi j'ai passé une sale finale. Ouais. Je vous le dis, je ne vais pas faire de langue de bois. J'aime pas les finales où les joueurs importants ne jouent pas. Voilà. J'aime pas ça. C'est frustrant, quelles que soient les couleurs qu'on défend. C'est bien d'avoir tout le monde sur le terrain. Donc sans entrer dans une polémique, ça agace. Voilà, ça agace. Moi je pense que le Real a montré une supériorité déjà qui est évidente sur un plan, qui est celui de la gestion émotionnelle de l'événement. Ouais. Voilà. Je pense qu'on peut mettre la blessure de Salah, comment ça a été géré, l'état psychologique dans lequel ils sont retrouvés, les fautes de Karius. On peut les mettre dans un grand sac qui s'appellera comment aborder une finale, comment se préparer psychologiquement à la pression, à ce qui va se... Et là, le Real est expert. Ouais. Voilà. À part les côtés techniques, etc. Parce que quand Amin parle de coaching génial, oui, en même temps, c'est Gareth Bale. Hein. Voilà, tu as Bale sur le banc, dès que tu vas à la rentrée, ça va être... c'est ce que je voulais dire. Il y a un côté... Gestion géniale du match. Après, gestion émotionnelle déjà, gestion de l'événement, le Real est très fort pour ça. Le Real n'a pas besoin de grand-chose. Le Real est incroyable, fait tout basculer de son côté. Un corner, un exploit,
Pas 5, mais 1, il est marquant. Ouais. Des simulations. Non, mais Oui, mais ça fait partie du package. Ça s'appelle le métier. Ça s'appelle du métier. Exactement. Les gars, ils ont du métier. Et ce genre de finale, moi, ce qui m'a un peu. Ça dépasse le métier. Parce que sincèrement, ce n'est pas la première équipe qui a de l'expérience. Mais une équipe comme ça, qui est capable de subir des temps faibles sans prendre de but, de marquer dans chaque temps fort, de faire 3 actions, 2 corners, marquer 3 buts. Voilà, c'est ce genre de. Pour moi, c'est la véritable définition du métier. Mais après, tout à l'heure, on parlait hors antenne, quand on voulait débriefer un petit peu tout ça. On oublie une chose. Moi, j'insiste là-dessus. Parce que là, la Juve a du métier, la Juve est sortie. Le métier doit aussi concerner un groupe restreint de personnes. Effectivement, on ne parle pas de métier dans l'histoire collective du club. On parle de métier d'un seul groupe. Maintenant, on oublie que cette équipe du Real joue quasiment avec le même groupe depuis 3-4 ans. Et qui remporte tout. Donc, je pense que sur 5 ans, 4 finales, 4 titres. Exactement. Donc cette équipe sur 4 finales, 4 victoires. C'est ça. Et elle part 4 finales, 4 victoires, effectivement. Elle part de fait avec un avantage certain en début de chaque saison. Du moment qu'on ne chamboule pas trop les effectifs, parce que tu peux monter une équipe avec les meilleurs joueurs du monde, sinon pas les automatismes et l'histoire et le vécu ensemble. Et c'est là où Reda a raison sur un point, c'est le vécu émotionnel. Parce que cette équipe du Real aurait pu sortir 10 fois pendant cette compétition. Donc le vécu émotionnel aujourd'hui est quelque chose qui est intrinsèque à cette équipe-là. Et tant qu'ils ne changeront pas l'entraîneur, les joueurs cadres, le groupe et tous ceux qui ont fait le succès de cette équipe-là, je pense que le Real peut aller vers une 4e éventuelle et voire une 5e finale d'affilée. Je dirais pas 5e victoire, mais 5e finale. Si le vieil adage qui rappelle qu'il faut de la chance pour remporter un tournoi, les hommes de Zinedine Zidane l'ont illustré cette saison. Un parcours très relevé, mais disputé, on va le dire tout de suite, sous une très très bonne étoile. On regarde le sujet de Julie Rosselin. Aubaine et talent, les 2 piliers du Real Madrid cette saison de Ligue des Champions. Une impitoyable équipe qui a balayé chaque club venu sur son chemin, sans jamais rassurer, sans jamais complètement briller, mais avec l'assurance du champion et une veine incroyable. Il n'y a pas de secret, il y a beaucoup de travail, beaucoup de talent. Vous savez qu'il y a toujours beaucoup de talent. Cette équipe a envie de gagner et elle l'a démontré aujourd'hui. Le plus difficile, c'était d'arriver en finale. On a battu le PSG, la Juventus, le Bayern et en finale Liverpool. Il n'y a pas de secret, il y a une envie. Ce que nous avons fait, personne ne l'a fait. Pourtant, loin de leur prétendue chance au tirage au sort, les Madrilènes ont dû en découdre avec Tottenham et Dortmund avant d'éliminer 3 futurs champions, le PSG, la Juventus Turin et le Bayern Munich. Un Paris Saint-Germain sans Neymar, une Juve sans Chiellini, des Bavarois sans Boateng, face auxquels le Real Madrid n'aura eu que 40% de possession de balle et 150 passes réussies de moins que leurs adversaires. Moins bon peut-être, mais vainqueur quand même, puis en finale, un Liverpool amputé de Mohamed Salah à la demi-heure de jeu, offrant des buts à la limite du gag. Le coach des Reds, Jürgen Klopp, reconnaît pourtant sans mal la supériorité des champions. À la fin, ce n'est qu'un match de football. Nous avons tout essayé pour gagner. C'est pourquoi je ne changerai rien dans ma préparation. Nous avons fait de notre mieux, mais ce n'était pas suffisant et il faut maintenant l'accepter. 100%, la statistique est vertigineuse. Depuis l'arrivée du Français sur son banc, le Real Madrid a remporté toutes les finales qu'il a disputées. S'il est désormais acquis que cette équipe aura une place de choix dans les livres d'histoire, la finesse psychologique et la science du coaching gagnant de Zinedine Zidane pourraient peut-être emmener ce dernier plus loin encore. Ça, et peut-être une petite dose de chance. La petite dose de chance, jusqu'où ira-t-il, comme c'est écrit un petit peu en bas de l'écran, Zinedine Zidane. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec tout ce qui vient de... Je trouve que c'est très bien amené, c'est très bien résumé, franchement. Parce qu'elle a tout dit. Ce Real-là est fascinant parce que c'est un cocktail. C'est un cocktail de tout, en fait. C'est un cocktail d'expérience, c'est un cocktail de vécu, c'est un cocktail de gestion des émotions, c'est un cocktail de chance. Mais c'est un cocktail où tous les ingrédients mis bout à bout donnent quelque chose d'extrêmement savoureux et d'extrêmement efficace. Ouais. Et c'est là où cette équipe du Real, à mon sens, a ce génie-là, c'est qu'elle a trouvé quand même un chef d'orchestre, parce qu'encore une fois, je pense que ce débat-là ne va même plus avoir lieu, mais il retombera toujours, c'est Zidane. Pour moi aujourd'hui, même si tu le titres Zidane, jusqu'où ira-t-il? Je pense qu'il ira jusqu'au moment
où on changera beaucoup de choses. Mais je le répète, tant que cette structure du Real restera la même, avec les mêmes joueurs cadres, parce que bon, tu imagines bien ce qui s'est passé avec Ronaldo, il y a risque d'avoir des changements. Donc, et je pense que tant que cette structure restera la même avec un Zidane aux commandes, parce que là on ne peut plus parler de chance, ni de voilà, je pense que ces mecs-là aujourd'hui, il a quand même prouvé que c'était un grand entraîneur. En tout cas, la structure qui risque de changer, ce qui paraît un petit peu bizarre, c'est pleine festivité. Il y a eu 2 événements quand même. D'abord, Cristiano Ronaldo qui dit que ça lui a fait un énorme plaisir d'avoir joué et porté le maillot du Real Madrid. Et puis Gareth Bale qui dit, de toute façon, moi je vois mon agent, moi je suis là pour jouer tous les étés week-ends au Real, je ne peux pas le faire. On va parler un peu de la star planétaire, Cristiano Ronaldo, qui continue à faire tourner un petit peu la tête de la planète football. Il souffle le chaud et le froid. Donc samedi, il dit, voilà, ça a été un plaisir de porter ce maillot. Dimanche, il dit à l'année prochaine. On écoute la réaction juste après la fin du match de Cristiano Ronaldo. On en débat juste après. Je ne veux pas éclipser ce magnifique moment pour le Real Madrid et pour les fans qui m'ont toujours soutenu et qui vont rester dans mon cœur à jamais. Ce n'est donc pas le moment de parler de moi. Le plus important, c'est ce triplé historique que le Real Madrid vient de réaliser en Ligue des Champions. Je vais parler lors du rassemblement de la sélection portugaise, je vais parler avec mon entourage et dans le respect de mes coéquipiers et des supporters. Vous allez bientôt connaître ma décision. On va bientôt connaître sa décision. Tu es impatient, Reda? Non, ça va, je vais pouvoir supporter. Il avait loupé sa demi-finale, il a loupé sa finale. Je pense qu'il est un peu vexé par sa performance individuelle. Il a voulu se placer au centre des conversations, comme c'est l'habitude de l'être. D'habitude, il le fait par des exploits sportifs. Bon, voilà, il s'est peut-être fait un peu secouer par quelques réflexions. Il n'a même pas besoin de réflexion, à mon avis, il a un tel ego et une telle exigence. Non, mais c'est vrai qu'il est passé à côté de sa finale. Bale marque le but qu'il aurait voulu marquer. Bon, il a ce côté un peu... Voilà, il a ce côté un peu puéril, ça fait partie aussi de son moteur. On ne peut pas prendre Ronaldo. Et voilà, si on prend Ronaldo, il faut accepter le package où il y a un gros ego, un peu à la limite des enfantillages. Bon, je pense que ça fait partie de ça. Ou alors ça fait partie d'une stratégie de communication extrêmement bien où il est. Qui consiste à renégocier, mais il renégocie tous les 6 mois, donc il n'a même pas besoin de... Non, il n'a pas négocié, il a pas renégocié. Je crois que son contrat a été reconduit 2 fois, pas plus. Et c'est ça le souci, parce que effectivement, les 20 et les 43 millions. Pérez, le président du Real Madrid, tient tête quand même à Ronaldo. Il s'est pris une grosse soufflante par le président, justement, qui a fait une déclaration pour dire que ce n'était pas le moment de parler de choses comme ça. Mais apparemment, il s'est rentré à tête, il s'est pris une grosse soufflante. Et c'est là où il revient effectivement sur ses dires le lendemain, de dimanche, où il dit à l'année prochaine. Il dit l'année prochaine le jour même, et le lendemain, pendant le discours, il dit voilà. Je serai il faut faire attention à ne pas surinterpréter des réactions. Mais là, c'est clair, quand il dit c'était un plaisir et un honneur. Non, mais c'est clair, on ne surinterprète rien du tout. Donc, on disait Non, c'est bon. Non, mais il est surinterprété. Vous avez la même. Vous n'allez pas vous battre, vous avez la même tenue, vous avez la même chemise. Vous êtes des jumeaux, vous n'allez pas vous battre pour. C'est mon ami de la vie, pour Cristiano Ronaldo, qui lui, on en a plein. Donc, je disais, les amis, que Cristiano Ronaldo a annoncé un peu, a soufflé le chaud et le froid, comme je le disais tout à l'heure. Gareth Bale aussi, parce que Bale, on le savait, que de toute façon, je pense que sa super deuxième mi-temps en finale, a laissé planer le doute sur son avenir, mais on savait qu'il quittait, il partait, Gareth Bale. Et le Real Madrid voulait pas du tout le retenir, et Zidane non plus, parce que lui, il reproche à Zidane de ne pas le faire beaucoup jouer, et Zidane lui reproche de ne pas être très souvent apte. C'est aussi la gestion du cas Gareth Bale. Écoute, Zidane, il a montré cette année, justement, en ne vendant personne et en achetant personne surtout, qu'il a réussi à gérer son effectif. Et cet engagement qu'il a pris avec son groupe de ne pas le perturber avec des nouvelles concurrences en interne et de recruter des gens, qui a choqué tout le monde. Rappelez-vous, là on parle aujourd'hui, tout le monde est content pour les fin décembre, fin décembre, quand ils avaient, ou même fin janvier, février, quand ils avaient perdu la coupe et le championnat, et qu'ils n'avaient plus que cette unique Coupe d'Europe pour sauver la saison, et avec le doute d'éventuellement la louper, avec à l'époque un tirage au sort qui faisait apparaître le PSG comme étant un monstre.
bon, et qui s'est avéré être un tigre de papier. Mais ce que je veux dire par là, donc Zidane à ce moment-là, on l'a reproché, on dit ah ben voilà, il fallait prendre plus de monde, tu t'es trop engagé émotionnellement avec ce groupe de joueurs. Bon, on va lui faire confiance de voir ce qu'il va faire cet été. Si ça se trouve, il va continuer avec la même formule. Et on ne sait jamais. De toute façon, il est en train d'écrire une histoire qui est incroyable. Ouais. Voilà. Et si on l'a commenté au fur et à mesure, on l'a commenté en disant il est peut-être en train de se tromper. Avec le recul, il ne s'est pas trompé. Ouais. Bon, ben, on va voir. Si ça se trouve, il va injecter une petite dose de concurrence pour bouger un peu les cadres dans leur confort. Ou alors, il va continuer avec les mêmes. Mais je suis très, très surpris par ce qu'il fait. Et je ne suis même pas dans l'analyse, je regarde ce qu'il fait. Parce que je suis surpris. Voilà. En tout cas, l'avantage qu'il a Zidane, c'est qu'il a à sa disposition de très jeunes joueurs qui peuvent être le véritable avenir de ce club. C'est-à-dire que tu as les Isco, peut-être qui n'est pas un bébé, mais bon, tu as quand même des Asensio, tu as des Lucas Vazquez, tu as des Ceballos. En fait, il a un vivier sur le banc de 3-4 joueurs qui peuvent très aisément être titulaires ailleurs, c'est certain, mais qui peuvent aussi représenter à très court terme l'avenir du Real. Donc ça aussi, c'est un avantage. On a beaucoup parlé de Zinedine Zidane, de Cristiano Ronaldo. J'aimerais bien aussi qu'on parle de Liverpool et de son entraîneur, Jürgen Klopp, le technicien allemand de Liverpool, qui peut avoir des regrets, bien sûr, après la défaite de son équipe en finale face au Real Madrid, mais aussi trouver de quoi aborder la suite avec optimisme, à condition, bien sûr, de recruter un gardien de but. D'ailleurs, ils ont commencé par recruter Fabinho, le joueur de milieu de terrain de Monaco. Et surtout, et c'est là le sujet du débat, savoir mieux gérer peut-être les coups durs et les finales, lui qui en a déjà perdu 6. Notre consultant pour le football anglais, Aurélien Devernois, évoque bien entendu justement le cas Jürgen Klopp. J'ai vraiment des interrogations de coaching du côté de Klopp. J'ai trouvé que Klopp avait un plan tactique qui était plutôt bien en place au début du match, que quand Salah est sorti, il s'est retrouvé un petit peu dépourvu, et c'est pas la première fois que ça lui arrive. Parce que Salah, il avait déjà été blessé lors d'autres rencontres en Ligue des Champions, et déjà Klopp avait été en difficulté tactique à ce moment-là, et j'ai trouvé qu'il a manqué d'inventivité. Et s'il a perdu déjà 6 finales de coupe, Jürgen Klopp, vous vous rendez compte, 6 finales disputées, 6 finales perdues, il y a vraiment des questions qui se posent. Il y a des questions qui se posent sur sa capacité à trouver des solutions dans un match à fort enjeu et a fortiori une finale de Ligue des Champions. Donc là, il y a vraiment des questions qui se posent et à mon avis, Klopp va devoir se remettre en question dans les saisons qui viennent pour savoir comment trouver le moyen de faire face à des coups du sort, parce que des coups du sort, toutes les équipes en rencontrent. Ouais. Voilà, est-ce que tu es d'accord ? Un peu, en partie, oui. Oui, il y a peut-être une remise en cause et en même temps, l'inventivité des idées. Il n'y a pas de banc à Liverpool. Voilà, il n'y a pas de banc. Il y a Lallana qui n'a pas joué l'année. Il y a Ings qui est un peu sur le retour. Il n'y a qu'à voir le visage de Jürgen Klopp après la blessure c'est le message qu'il transmet à ses joueurs. Ils étaient sonnés, mais sonnés plus dans la tête que tactiquement ou techniquement. C'est ce que j'avais parlé dans la gestion émotionnelle de l'événement, où j'avais expliqué que c'était le sujet précédent, où le Real était maître et Liverpool était friable, voilà, était tendre, parce que c'est également une question d'expérience. Mais tu n'as pas de banc, qu'est-ce que tu vas inventer ? Moi, je ne sais pas, peut-être qu'il y a effectivement une meilleure gestion des finales à avoir, mais quand tu regardes ce qui s'est fait avec un effectif, avec des faiblesses, mais connu, Karius, qu'est-ce que tu veux me parler, moi, de Klopp, quand tu as un gardien de but qui donne 2 buts ? Ouais. Elle est où là, la tactique qui va pas là ? Elle est peut-être l'été d'avant, il fallait en acheter un autre. Oui, là on peut en parler. Il y a Mignolet, mais voilà. Sur le voilà. Et ça, ouais. Maintenant, moi je suis pas d'accord avec Aurélien. Pourquoi ? Parce que quand il parle de défaillance tactique de Klopp sur les matchs à enjeu, moi je rappelle juste que Klopp a été pour moi le seul entraîneur, mais véritablement le seul, qui a pu freiner la mainmise complète de Guardiola sur la Première Ligue. Ouais. Et ça, pour moi, c'est très révélateur. Non, mais là, on parle de gestion d'une finale. Oui, non, on parle pas, parce que le fait que le Liverpool soit en finale de Ligue des Champions, c'est un exploit magnifique. Mais maintenant, il est à chaque fois, mais il a été à chaque fois, même avec le Borussia Dortmund, près du but. Il touche la coupe sans jamais la brandir. Moi, je pense que c'est différent. Déjà, là, il était face au Real Madrid. C'est un énorme morceau. C'était jouable. C'est un énorme morceau. C'était vraiment jouable. Et moi, parce que je ne pense pas. Je finis. Je sais que tu ne le penses pas, et je sais que tu avais un autre match, parce que tu dis qu'il y a eu une domination outrageuse du Real Madrid au tout début d'émission. Non, une domination outrageuse. À aucun moment j'ai vu cette domination. Sur l'heure de jeu par la suite, mais sur les 3 minutes, effectivement. Mais même. Je finis. Mais pas du tout. Maintenant, par rapport à la gestion du cas Salah, quand il dit il fait la tête, je suis désolé. On parle de Salah. On parle de son réacteur principal.
Je suis sûr que le Barça, tu peux pas. Moi, je ne pense pas. Je pense que le Barça joue une finale de Ligue des Champions. Messi se blesse à la 30e minute. Valverde fait la même tête. Il faut qu'il change vite de tête. Que tu aies une émotion. Tu veux pas parce que on part d'un super, on part quand même d'un mec qui est ultra décisif. C'est pas le sujet. Plus il est décisif, plus tu dois avoir une bonne tête. En fait, plus il est décisif, plus tu dois vite traverser. Même Salah. Ronaldo sort en finale de l'Euro 2016. Il y a un moment de doute, de panique, et il revient. Il revient avec un bandage. Bon, ça ne pouvait pas, il était à l'hôpital, mais il revient. Et là, il prend en charge l'allant moral de l'équipe. Ronaldo. C'est un super exemple. C'est un super exemple. Oui, non, l'exemple est super, mais il se situe au niveau du joueur. Il ne se situe pas au niveau de l'entraîneur. Oui, mais c'est Ronaldo qui subit. Une fois que tu te voilà. que tu mais vois. est-ce que Salah n'est pas là physiquement, donc il peut rien prendre en charge. Deuxièmement, sur la physionomie du match, il y a 1-1. Il y a 1-1, bon, Liverpool n'est pas vraiment. Passe un très mauvais quart d'heure après la sortie de Salah, une très mauvaise entame de deuxième mi-temps. Cette erreur de Karius, dans la première, pas total. Voilà. Et là, ils égalisent. Et ensuite, pendant cette égalisation, ça s'équilibre. Voilà. Au moment où Bale marque ce splendide retourné, c'est pas la fin du monde. Il reste un quart d'heure. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je te jure, là, tu vas pouvoir tranquillement. On ne peut pas parler fort. Il reste 20 minutes, il reste un quart d'heure. Il reste un quart d'heure. Il y a un but d'écart. Il n'y a aucune espèce de raison de parler de domination. Il y a un poteau aussi. De trucs extraordinaires. Il y a le poteau de Mané. Tu as des joueurs performants sur les coups de pied arrêtés. Tu peux très bien égaliser sur un deuxième corner. On n'est pas dans un match où tu as plié. On n'est pas dans un match que tu as dominé. Et on n'est pas dans un match où tu as été écrasé. Et l'écrasement vient d'où? Et au moment où tu te rues à l'attaque, reste 10 minutes. Et Dieu sait si Liverpool a eu des situations plus compliquées que ça, sur lesquelles ils sont revenus soit en Coupe d'Europe ou en championnat. Tu prends ce but ridicule de Karius qui fait ce. Voilà. Et là, effectivement, c'est plié. Mais moi, parler de faillite, je pense mentale, oui. Mentale, parce que Karius, c'est mental, comme la gestion de l'après-Salah est mentale. Et là, effectivement, il y a. Mais tactique, je ne suis pas trop d'accord. Ben, moi, je ne suis pas d'accord non plus, parce que quand tu revois le but juste, je vais le faire beaucoup plus gros que toi et moins fort que toi, quand tu vois juste le but de Bale sur le retourné acrobatique quand il part sur le 2-1, le Real a la maîtrise de la balle pendant 1 minute 15. Ils font tourner la balle pendant plus de 25 fois. Revoyez la vidéo, elle tourne. C'est la seule action. C'est pas la seule action. Non, c'est la seule action. Non, du moment. Amine. À part, je reconnais, je trouve ça la frappe de Mané, mais sinon, pour tout le reste, le ballon, j'aimerais bien, on n'a pas les stats ici, mais le Real a eu la possession de balle très très longtemps. Il n'a pas été tranchant, effectivement, au niveau des occasions de but franches, même si Karius sort 2-3 ballons. Mais je suis désolé, je pense qu'une fois que Salah sort, il y a plus de match. Jusqu'à la 30e minute de jeu, il y avait 9 tirs du Real pour de Liverpool et 3 pour. Oui, jusqu'au moment où Salah sort. Voilà, quand Salah sort, je suis désolé, il n'y a plus de match. Comme quand Salah est sorti, il n'y a plus de match pendant les 15 dernières minutes de la première mi-temps. Après, ça revient. Après, en deuxième mi-temps, ça revient. En première mi-temps, la fin de la première mi-temps. C'est entièrement pour le Real, on est bien d'accord. Laquelle? La fin de la première mi-temps. Mais bien sûr, c'est ce que je dis. En deuxième mi-temps, tu penses que Liverpool existait? Liverpool a eu un coup dur, Salah, mais le deuxième coup dur, parce que prendre un but gag comme celui de Karius, au-delà du but, au-delà de la comptabilité, alors ça t'assomme encore plus. Tu es en train de m'expliquer pourquoi Liverpool a fondu. D'accord? A coulé, je veux dire, pas fondu, a coulé. Mais moi, je te dis juste que Liverpool a coulé. Toi, tu m'expliques pourquoi. Oui, effectivement, erreur de Karius, oui, tout ce que tu veux. Mais le fait est que Liverpool n'a plus touché une canette depuis la sortie de Salah. Le dernier quart d'heure de la première mi-temps et toute la deuxième mi-temps. Pourquoi est une autre explication. Karius, tout ce que tu veux. Mais le fait est que le Real a outrageusement dominé toute la deuxième mi-temps. Je suis désolé, revoyez encore les buts. Voilà. L'argument, si l'argument c'est de revoir les buts, je vais juste préciser que je ne suis pas du tout d'accord. Je ne vais pas revoir les buts. Voilà. Je fais ce que je veux. Parlons un petit peu. Je fais ce que je veux. Parlons un petit peu. J'ai pas envie. Les jumeaux. Parlons un peu du pauvre, du malheureux Karius. Il nous reste 2 petites minutes. Mais ce qu'il a vécu, et j'aime bien ce que dit SoFoot, c'est pas une mauvaise soirée que va passer Karius, c'est une mauvaise vie, parce que le pauvre prendre 2 buts gags, parce que nous on se souvient de Arconada, c'est une erreur, le but aussi il y a eu une erreur du gardien tchèque qui avait fait le tournoi de sa vie lors de l'Euro, il fait une erreur, mais comment il s'appelle, Petr Korda, il fait une erreur mais gravissime sur un but. Alors là c'était le golden goal. Alors, le match s'arrête. Je pense que le premier est gag, effectivement. La relance sur le pied de Benzema est stupide. Le deuxième est une erreur de main.
parce que la balle est flottante. Il frappe de très loin, il est à près de 30 mètres. Donc au lieu de la boxer comme tu le ferais toi, le grand gardien que tu es, au lieu de la boxer, tu veux bien, il est comme ça, il essaie de la prendre. Après, le ballon est flottant. Je pense qu'on ne peut pas dissocier le deuxième but du premier, parce qu'après le premier, je pense que le premier il est fini. Il est catastrophique. Ouais. Après, non, mais il est fini après. Le gardien, voilà, le gardien est fini. Non, déjà, Karius ne fait pas une très bonne saison. Karius est recruté pour remplacer Mignolet. Mignolet qui avait des sautes de concentration qui n'étaient rarement décisifs, le gardien belge. Ça, c'est une décision de Klopp. Qui est meilleur des deux? Karius arrive et s'installe dans les buts sans non plus convaincre. Ouais. C'est-à-dire que Karius, il arrive dans cette finale et il sait très bien que quelque part... C'est le point faible. C'est le point faible. Et tout le monde le sait. Il suffit de lire la presse qui s'intéresse à cette équipe-là pour savoir que Karius... Voilà. Et même les adversaires, parce que pour Gareth Bale... tire ce ballon de si loin ça, mais sans vraiment oser. Il faut oser et il faut avoir des infos aussi. Après, tu te retrouves dans une finale où tu fais cette espèce de faute de débutant suivie par une faute de main et tu coules quoi. On voit que c'est une équipe qui a, pour moi, je le répète, moi je lis tout. Moi, je pense qu'il y a un problème psychologique. On a beau parler de Liverpool étant l'équipe qui a le super mental, qui a fait des remontadas de malade en 2005 et qui croit toujours, qui même contre Dortmund il y a 2 ans en Ligue Europa a fait un super. En même temps, cette équipe-là, dès que Salah est sorti, on a senti. Ah ouais. Moi, je lis tout. Une espèce de domination et d'accepter son sort. Voilà, il y avait le côté j'accepte mon sort. Et quand on regardait la tête de Sergio Ramos après sa faute, ou même dans les minutes qui ont suivi, et la tête du banc de Liverpool, on voyait où étaient les vainqueurs. Ouais. Voilà, et ça crevait l'écran. Et pour moi, et en même temps, une fois qu'on a dit tout ça, à un moment, il y avait qu'un seul but. Et Karius a mis le coup de poignard. Quoi. Ouais. Je les ai laissés tomber, comme la déclaration donc, de Karius, l'entraîneur allemand de cette formation de Liverpool. Non, juste un petit mot, c'est dingue, parce qu'on a l'impression que les finales ne se jouent plus sur des grands schémas tactiques, des réflexions intelligentes. Sur des gestions émotionnelles. C'est des gestions émotionnelles, ça ressemble à des matchs de boxe avec des faits de jeu, un peu des matchs de... Un coup te déstabilise. Karius, il fait la première faute. Vraiment, il fait la première faute. Liverpool revient très vite. Après, Karius, il fait un match où il sort quand même 4-5 bonnes frappes. C'est-à-dire que Liverpool est encore dans le game, il est encore dans le jeu. Bah oui, il a fallu ce but venu d'ailleurs. C'est-à-dire que les fautes sont flagrantes. Mais après, quand tu pousses la réflexion un peu plus loin, j'ai pas l'impression que Karius tue cette équipe de Liverpool. Ah, si. Il fait la première faute. Amine. Vous demandez à ce que vous finissiez, je peux finir. Moi, tu as fini ton Mais Karius lui-même, il dit que... Bien sûr, mais je veux dire par là, c'est que tu fais ta première faute. Tu peux pas intercepter cette dernière phrase et l'enlever d'émission. On est en direct. Et écoutez les gars, 30 secondes, arrêtez votre cinéma, vous êtes mauvais acteurs en plus. Il fait cette première faute. Le Liverpool revient dans le jeu. Il revient, ils égalisent un partout. C'est-à-dire Bakelleb, comme on dit, Bakelleb. Mais il y a une deuxième. La deuxième et la 3-1, ça fait le match est quasiment plié. Donc tu penses qu'à 2-1, ils peuvent revenir? Non, bien sûr qu'ils peuvent revenir. Bah oui, ils peuvent revenir. Avec ce niveau de jeu, ils peuvent revenir. Alors qu'on dit depuis tout à l'heure qu'ils ont coulé. Non, c'est toi qui dis qu'ils ont coulé. Ouais, bah oui, ils ont coulé, ils peuvent jamais revenir, faut arrêter. Amine. Toi, tu sais qu'ils ne pouvaient pas revenir, moi. Toi, tu penses qu'ils peuvent revenir? Non, moi, je ne sais pas, parce que moi, je n'ai pas vu le match où ils pouvaient revenir, parce que Karius a pris ce but. Ah bon, moi aussi, je pense qu'ils ne peuvent pas revenir. En tout cas, Karius lui-même admet avoir et demande des excuses publiques et en pleurs. Il a fait 2 fautes gravissimes. Et franchement, ça a été le tournant. Le but de Bale, effectivement, il est d'une beauté rare, mais le tournant de cette rencontre, ça a été. Pour toi, c'est le 3e but, c'est pas le second. Comment? Le 3e but pour toi et le tournant du match. Oui. Il le termine. Le match, non. Ils perdent le match. Quand tu suis Liverpool toute l'année, tu as un but de retard. Mais même contre n'importe qui, tu as un but de retard, même si tu as acculé dans tes buts. Un corner, tu as des monstres. D'ailleurs, ils égalisent sur corner. Tu as des monstres derrière, les Virgil et les Lovren qui peuvent monter. Tu as un type qui est super fort en attaque, qui est capable de mettre un contre. Même si tu es à 10 contre 11, acculé dans tes buts, quand tu es un supporter de Liverpool avec un but de retard et un quart d'heure à jouer, tu pèses pas les bras. Ok les amis, c'est la fin de cette première partie de Club, votre émission hebdomadaire sur Média TV Afrique. Je ne suis pas vraiment d'accord sur ta dernière analyse, mais on va passer à autre chose. On va passer au Lion de l'Atlas qui se prépare à la Coupe du Monde et ça sera dans la seconde partie du Club. À tout de suite les amis. Bienvenue les amis dans cette seconde partie du Club. Ça y est, la dernière ligne droite, c'est la dernière ligne droite avant la Coupe du Monde, avant le premier match des Lions de l'Atlas. Ça se passera à Saint-Pétersbourg le 15 juin face à l'Iran. Justement, les 2 premiers adversaires de la sélection marocaine ont joué ce lundi. Défaite pour l'Iran face à la Turquie.
match nul et contre-performance du Portugal à domicile à Braga face à la sélection tunisienne. Quel bilan on fait de ces deux confrontations? Rien, si ce n'est que c'est juste une confirmation que ça va être compliqué. L'Iran est une sélection sérieuse. Le Portugal, qui était évidemment privé de. Ouais. Voilà, une sélection sérieuse. C'est des matchs. Pour moi, on va rien en tirer. Voilà, on va rien en tirer. On va les regarder. On va se dire, ça confirme ce qu'on sait, c'est-à-dire que ça va être compliqué. Mais je peux vous garantir qu'il n'y a aucun match qui ressemblera à ce qu'on a vu, que ce soit Iran-Turquie ou Tunisie-Portugal. Les joueurs jouent avec le frein à main. Ils sont sûrs d'être dans les 22 aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de se blesser. L'entraîneur fait des tests. Tout le monde joue à 50-60% de ses capacités, quoi. Amine. Moi, j'en ai vu qu'un seul. J'ai vu Portugal-Tunisie dans sa globalité, son intégralité. Et je peux t'assurer qu'il n'y a pas de frein à main. Que ça allait dans l'engagement. D'ailleurs, sur 2-3 tacles, les joueurs sont restés à terre. Donc tu voyais clairement. D'ailleurs, le réalisateur zoomait sur les entraîneurs parce que tu voyais clairement. Le réalisateur de Madrid. Non, parce que tu as dit le Real. Je suis désolé. Réalisateur. Il est fatigué. C'est dur. Donc le réalisateur, zoomait donc sur les entraîneurs qui faisaient la tête parce que tu voyais les joueurs peiner un peu à se relever, donc c'était compliqué. Et malgré le résultat n'est pas symptomatique, ne reflète pas la réalité du match parce que le Portugal a outrageusement dominé cette équipe tunisienne, notamment en première mi-temps, en deuxième un peu moins. Mais là où je rejoins là, c'est que ça va être très compliqué. C'est-à-dire que le Portugal est très clairement un très gros morceau. Il jouait sans Ronaldo, il jouait sans quasiment la moitié de l'équipe. Donc ne serait-ce que les réservistes, c'est déjà très lourd par rapport à une bonne équipe tunisienne. L'Iran, apparemment, sur ce qu'on a vu, beaucoup raté de buts parce qu'ils ont une attaque qui jouent ensemble depuis longtemps, un bon milieu de terrain, une défense un peu plus lourde. Mais voilà, je pense qu'aucun des... Si on pense qu'on va partir en Coupe du Monde avec notre courage seulement, qu'on va battre aisément l'Iran et que par la suite, il faudra batailler. Personne ne dit ça. Il faut arrêter. Personne ne dit ça. Moi, j'ai jamais entendu quelqu'un. Personne ne dit ça. Tout le monde commence par on va battre l'Iran et après on verra. Qui Donne-moi quelqu'un seul. Est-ce qu'on a écouté Hervé Renard l'autre jour? Est-ce qu'il a dit non? Renard, moi je parle un peu. Là, Sapa Haji va dire non. Écoute, tous les joueurs disent non. Heureusement qu'Hervé Renard ne fait pas ce genre de déclaration parce que ça serait gravissime. Je parle de notre entourage, de ceux qui aiment le foot, de la rue arabe. C'est qu'en gros, on va battre l'Iran et après on verra. Ça, on est allé sur des fantasmes les plus fous. On va battre l'Iran, par contre. Match nul contre le Portugal et par la suite on peut même perdre contre l'Espagne parce qu'on aura déjà 4 points. On aura tout entendu. Ce qui est juste sûr par contre, mais tu peux répondre, je vais te donner la parole tout de suite. Juste une petite précision. Si on perd contre l'Iran, oui, ça sera réglé. Bien sûr, ça sera réglé. Mais je confirme, ça ne sera pas aussi facile qu'on le pense. Tu ne peux pas être là comme ça avec ta règle de professeur et taper sur les doigts de tous les gens qui disent des choses qui ne te conviennent pas à la puissance de ton raisonnement. Non, c'est toi qui viens de dire j'entends la rue arabe, la machin, c'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Je dis juste qu'aujourd'hui, beaucoup pensent qu'on va battre. On a compris. Ok, vas-y. Tu peux Tape-le toi sur les doigts, vas-y. Voilà, on a compris. Vas-y, monsieur le professeur. Non, c'est toi le professeur. Non, c'est toi, tu peux pas empêcher les gens. Venir avec une règle. Tu peux pas venir avec une règle, tu peux pas venir avec une règle et faire le tour des terrasses de café et dire ah, tu crois qu'on va pas. Je suis trop loin pour les séparer, je suis trop loin. Je suis trop loin. Aussi facilement qu'on le pense, ça ne sera pas vrai parce que l'Iran est bien plus fort qu'on le pense. C'est tout. On est tous certains de partir avec 3 points. Voilà. Tu veux le répéter? 10 fois si tu veux. Ça peut faire plaisir. Tu peux laisser répondre. Oui, bien sûr. Maintenant que les gens aient naturellement un optimisme qui les conduit à créer un scénario où on passe au deuxième tour, c'est naturel, normal et même, j'ai envie de dire, légitime. Et heureusement qu'on est optimiste. Et dans le cadre d'un scénario optimiste, il faut gagner ce premier match, parce que si tu le perds, si tu fais match nul, ça passe encore, mais si tu le perds, tu es dans une situation infernale dès le premier jour de la Coupe du Monde. Voilà. À partir du moment où tu es optimiste, tu as envie de battre l'Iran, tu peux dire on va battre l'Iran. Maintenant, il ne faut pas le dire à côté d'Amir Rahmoni, parce que la rue arabe, comme il dit, la rue arabe, il ne faut pas qu'elle soit optimiste. Il faut qu'elle dise on a peur de l'Iran, on a peur du Portugal, on a peur de l'Espagne. On n'y va pas, dans ce cas-là, on n'y va pas. Exactement. Mais venir aussi dire qu'on va battre. Moi, je vais vous dire une chose, les amis. Après, tu ne veux pas battre l'Espagne. Mes amis, super optimiste. Mes amis, Portugal. Un peu de calme, s'il vous plaît. On est super calme. Non, mais ce que je vais vous dire, ça c'est la sagesse. Le fait que vous portiez la même chemise, ça vous convient pas du tout. Et je demanderai même au réalisateur un plan large pour qu'on voit la chemise des deux amis. Il ne faut pas mettre la même chemise noire parce que là, vous êtes, ça vous va pas. J'aimerais bien parler avec vous, les amis, calmement,
de ce début de stage de l'équipe du Maroc, de cette gestion d'avant Coupe du Monde. Vous en pensez quoi, Reda? Allez, toi la parole. Tout va bien, je ne sais pas. J'ai pas d'aspérité qui me saute aux yeux à commenter. Je trouve qu'on est dans une normalité. Ça ressemble à ce que font les autres équipes. On a des matchs amicaux. Là où il n'y a pas de normalité, c'est le calibre des adversaires. Aucun n'est qualifié. Non, je n'ai pas de problème avec le calibre des adversaires. Le calibre des adversaires, pour moi, il est cohérent avec notre calibre. Ouais. Il est évident qu'on n'allait pas avoir l'Argentine ou le Brésil ou un favori de la Coupe du Monde comme sparring partner. On s'est qualifié tard. On n'est pas une sélection très huppée. Il faut avoir l'humilité de se regarder comme on est. Juste par rapport au profil des adversaires. C'est juste ça. Sans vouloir t'énerver. C'est-à-dire quand je vois aujourd'hui la Tunisie, le Portugal, il va jouer contre la Tunisie. L'Iran, elle va jouer contre la Tunisie. Le Portugal a joué contre l'Algérie. Nous, on n'est pas parti par exemple sur un profil de club de nations latines ibériques. D'accord. Alors tu vas jouer contre l'Iran. Tu vas préparer ça contre quelle équipe qui ressemble à l'Iran? Non. L'Ouzbékistan, on l'a fait. Non, pas l'Ouzbékistan. Si, on l'a fait. Non, mais c'est très difficile. Tu vas jouer contre l'Espagne. Qui ressemble à l'Espagne? Je vais jouer contre le Japon. Qui ressemble à l'Espagne? Je vais jouer contre le Japon. Je ne sais pas, moi, si le Japon ressemble à l'Iran. Non, pas ressemble, mais en tout cas. On joue qui? Je ne suis pas sûr, c'est pas. L'Ukraine, la Slovaquie et l'Estonie. C'est des équipes disponibles dans le coin, voilà. Il faut avoir. Dans le coin géographique. Oui, géographique. Tout à fait. Okay. Non, mais moi, attends, mais si tu veux qu'on aille par là, on peut faire des heures et des heures à parler. Non, mais on peut, mais ce serait même légitime de le faire, à parler de est-ce qu'on a été optimisateur de l'organisation, que ce soit au niveau de l'équipement, au niveau du marketing, au niveau de la préparation. Et là, on va trouver beaucoup de non et quelques oui. Mais ça, c'est faire partie des non. Mais aujourd'hui, j'ai pas envie de gratter sur cette croûte-là. J'ai envie de dire bon, on prend ce qu'il y a. De toute façon, il faut des équipes pour faire l'opposition. Je sais pas moi quelle équipe ressemble à l'Espagne, on va jouer contre l'Espagne. Celle qui ressemble peut-être c'est le Portugal. Pour l'Italie, peut-être. Mais on n'est pas dans cette gamme, Jalel. Il faut être humble. On n'est pas dans cette gamme. On ne peut pas taper à la porte de l'Italie et dire venez jouer contre nous. Jalel, on est sorti de ce chapeau. On l'a été, on n'est plus. Jalel, on peut être schizophrène, on peut être humble, mais on peut aussi dire qu'on va battre l'Iran, le Portugal et l'Espagne, parce qu'on est très optimiste. C'est-à-dire? J'ai tout dit. Tu relances le débat. Je dis qu'on peut être humble, mais aussi très optimiste en disant qu'on va. C'est très simple, c'est très clair. On peut être humble, mais on est certain de battre. On est tellement optimiste qu'on va battre l'Iran et le Portugal et l'Espagne, parce que c'est normal d'être optimiste. Mais au-delà, autre sujet très sensible que je voudrais évoquer avec vous. C'est important d'expliquer dans la voiture, il faut que les gens comprennent. Si tu dis des choses qui n'ont aucun sens. Mais encore une fois, si toi tu n'as pas compris, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas compris non plus. Ah d'accord. Les amis, une autre. Il ne me parle pas à moi, il fait un débat avec vous directement, répondez-lui. Moi je ne comprends pas ce qu'il dit, mais ce n'est pas grave. Ils aimeraient bien, mais ils ne parlent pas. Vas-y, je vous prends là. Donc, pour ça. Je disais les amis, autre thématique, autre sujet, la préparation donc de cette Coupe du Monde pendant le mois du Ramadan. C'est que c'est ultra compliqué parce qu'il y a un travail foncier qui est fait, ça pose problème et la question se pose pour beaucoup de sélections. Et de joueurs. Et de joueurs, même par exemple, mais des joueurs, même hors sélection, par exemple dans l'équipe de France, dans d'autres sélections. C'est quoi la meilleure manière de gérer cela? Parce que l'inquiétude et la responsabilité aussi du staff de l'équipe du Maroc qui est conscient de l'importance aussi, parce que c'est facile de dire aux gens, peut-être de les convaincre, de dire pendant une certaine période, parce qu'il y a un travail très spécifique à faire qui est très dur, parce que là en ce moment ils sont en train de faire 2 séances d'entraînement par jour, qu'il y a le risque de blessure, c'est scientifique, il est beaucoup plus élevé. Et puis après, tu as aussi la gestion mentale. Est-ce que si jamais ils n'observent pas le jeune, est-ce que ça va être la même performance, qu'ils vont rester toujours dans le même... Comment on peut... Est-ce que les sélections communiquaient sur ça, sur le fait que les joueurs jeûneraient ou pas? Donc je pense qu'ils ont dû ça gérer en interne et le plus intelligemment possible. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'ils ont dû le gérer. Il y a eu des précédents, 86, si je me rappelle bien, c'était pendant le Ramadan. La Coupe du Monde 86. Oui, il y a eu aussi, je me rappelle très bien, d'un match Maroc. Tunisie-Maroc, voilà. À l'époque, le stage à Marbella. À l'époque, il y avait une lettre qui venait des autorités religieuses marocaines, voilà, pour demander aux joueurs de se nourrir. Après, aujourd'hui, c'est une population différente. Je ne sais pas si la procédure existe toujours. Je sais que c'est quelque chose de très personnel, très difficile à débattre et à porter sur la place publique, parce que également, tu vas porter ça devant l'opinion publique, tu vas avoir des réactions qui vont être difficiles. On a eu le problème également, si tu te rappelles, pendant les Jeux Olympiques, où la sélection marocaine était qualifiée en 2012 à Londres. C'était pendant le Ramadan, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est du cas par cas, c'est du coup par coup. C'est très difficile. Et en tout cas, c'est difficile pour nous d'avoir une position. Je peux juste vous expliquer comment ça se passait avant. Il y a 15, 20 ans.
Et aujourd'hui, je ne sais pas si ça Maintenant, existe ça se toujours. trouve, le problème ne se pose pas parce que personne ne jeûne. Peut-être aussi. Hein. Non, ça dispose. On ne sait pas. Non, Tu penses ouais. En tout cas, c'est géré en interne. Mais la Alors, question. il faudrait qu'il nous fasse un groupe de. Mais la question se pose, c'est par rapport, bien sûr, au risque aussi de blessure et la compétitivité aussi de ces La question se pose joueurs. pour Mohamed Salah, qui a Bien été sûr. questionné là-dessus pendant toute la semaine avec Sadio Mané, qui sont musulmans. Et qui Emre Can aussi. Emre Can, mais Emre Can n'était pas censé jouer. Enfin, oui, il est rentré en deuxième mi-temps, il est moins. Et où ils ont été Karim harcelés de Benzema, questions. ouais. Ils ont été harcelés de questions. Et tu sens bien que par rapport à l'opinion publique, y compris s'ils se nourrissent, ça ne va pas passer. Oui, bien voilà, donc il y a un moment où on est devant nos tabous, nos difficultés, la science. Enfin, c'est très difficile à gérer. Hein. Et je ne suis pas convaincu que le fait de se nourrir en période de Ramadan mette les joueurs dans des bonnes dispositions psychologiques. Bah, c'est ça ce que j'ai dit. Il y a un côté peut-être culpabilisation, etc., qui ne facilite pas les choses non plus. C'est exactement ce que j'ai dit. La solution n'est pas aussi simple que cela. Et c'est parce que c'est vrai que des fois on peut se mettre d'accord en groupe, d'aller parce que de toute façon la religion le permet parfaitement. Mais après, est-ce que les joueurs seront, même s'ils acceptent de le faire, est-ce qu'ils seront toujours D'où la dans le même solution état 86 de l'autorité religieuse qui envoie un document officiel pour dire bon voilà c'est une fatwa, vous pouvez ne pas jeûner. Oui, c'est comme ça que vous avez résolu le problème. il y en a qui ne la suivent pas. Il y en a qui ne la suivent pas. Hein. Il y en a En qui la suivent 86, ça avait été le cas aussi Non. En tout cas, les amis, je vais vous parler. Au Maroc, et le tampon qu'il y avait à la fin de la lettre avait convaincu tout le monde. Les amis, son histoire est presque intimement liée avec celle du Maroc en Coupe du Monde. Sur les 5 participations au mondial de l'histoire de la sélection marocaine, Moustapha Hadji est impliqué dans 3. 2 en tant que joueur, en 94 aux États-Unis, en 98 en France, et puis la prochaine en tant que membre du staff technique d'Hervé Renard. Moustapha Hadji revient sur son histoire avec le mondial et ses attentes par rapport à la prochaine édition. Moustapha Hadji. C'est vrai que moi j'ai une bénédiction, je ne sais pas, avec l'équipe nationale, alhamdoulilah. Donc dans ma première sélection, je me qualifie pour la Coupe du Monde 94, où j'en garde de très très beaux souvenirs. Donc pour moi, c'était vraiment un élan exceptionnel. Et de venir en sélection, qui était mon rêve, donc qui m'a permis d'intégrer l'équipe nationale et surtout de faire une Coupe du Monde, malgré qu'on n'a pas fait une grosse prestation, mais ça reste quand même, le Maroc a fait partie des meilleures équipes du monde. Donc, et après, il y avait celle de 98 où on a travaillé, où il y avait un petit peu ce que je trouve aujourd'hui avec Hervé Renard, Patrice Baumel et toute l'équipe. Donc il y a une âme. Il y avait une âme dans cette équipe de 98. Et il y avait une rigueur, il y avait une discipline, il y avait un respect mutuel, il y a une grande fraternité entre les joueurs. Donc il nous a permis un petit peu de faire quelques années de beau football et surtout de nous faire plaisir les uns les autres, parce que à chaque fois qu'on venait en sélection, c'était un réel plaisir et c'était un honneur. Et on savait l'importance et le devoir surtout qui nous était donné, parce que quand on vient en équipe nationale, ce n'est pas que le football. C'est au-delà, il y a un devoir, il y a le drapeau, il y a 35 millions de Marocains. Je me suis calmé un peu parce qu'avant je suivais les actions vraiment et j'avais encore cet esprit footeux, donc cet esprit joueur. Donc je faisais même les gestes à un moment donné de la tête ou du pied. Donc j'étais vraiment pris par le jeu. Aujourd'hui je regarde d'un autre œil parce que je regarde plus le placement, les déplacements des joueurs et qui me permettent un petit peu d'avancer sur mon apprentissage. Parce que quoi qu'on en dise, c'est un métier différent de ce qu'on peut faire sur le terrain quand on est joueur. Donc, et c'est là un petit peu où on pêche nous les anciens joueurs. Quand on a joué à haut niveau, on se dit toujours que c'est facile. Donc moi je suis content d'apprendre, surtout avec Hervé et Patrice qui sont vraiment des vrais professeurs. Donc pour moi c'est que bénéfique, et depuis que je suis avec les deux, j'ai vraiment bien appris beaucoup de choses, surtout au niveau de la sérénité sur le terrain et surtout au niveau tactique, comment gérer un groupe, donc les séances d'entraînement. Donc j'apprends énormément. Donc aujourd'hui, quand je regarde un match, c'est surtout avec un œil de tacticien avant tout. Donc, mais auparavant, je vous promets, je faisais les gestes quand le joueur se présentait devant le gardien.
Je regardais l'intérieur du pied, je faisais des gestes sur le banc. Donc c'était nerveux, très nerveux. Et je me mangeais les angles et tout. Donc aujourd'hui, non, je suis plus serein. Je suis plus serein et j'essaye d'apporter un petit peu, de regarder les joueurs un petit peu de temps en temps quand ils sont en dedans. Essayer de repérer les joueurs qui sont en mi-forme et essayer de les pousser, de leur donner une certaine confiance avec les paroles qui seront les miennes. Donc voilà, mais honnêtement, c'est un bonheur. Je vis vraiment un grand bonheur et je vis dans un groupe où vraiment je retrouve, je suis heureux de les retrouver à chaque sélection. Voilà, donc l'histoire de Mustapha Hadji, belle histoire, de la famille Hadji même, intimement liée avec la Coupe du Monde. Ouais. La Coupe du Monde, c'est La Coupe Mustapha. d'Afrique, c'est Youssef, même la Coupe d'Afrique, c'est lui. Youssef, c'est la CAN 2004, mais Mustapha, c'est lié, parce que bon, on se rappelle tous ça. Et Mustapha Hadji, il est très important. Je vais te dire pourquoi dans l'histoire de la sélection marocaine, c'est le premier immigré en fait, pour aller vite. C'est le premier. Mais c'est le premier qui est arrivé de façon marquante comme ça. Ouais. Il s'est fait accepter dans ce fameux match contre la Zambie. Avec une polémique derrière. Les Français qui ne voulaient pas le lâcher et qui imposaient, disent comment ça se fait qu'il soit formé à Nancy, on a mis tout l'argent pour préparer ce joueur, aujourd'hui il le file entre les doigts. Et pour la petite histoire, il a une première convocation, il avait fait un match contre Nice, je pense, avec Mustapha Haddaoui, et Haddaoui il a proposé de venir jouer avec le Maroc. Il a reçu une première convocation et quand il est arrivé, il n'était pas attendu. Ouais. Donc il est reparti. Et quand c'était Louzani. Quand il arrive, mais non seulement c'est pas qu'il n'était pas attendu, c'est qu'on lui demande de repartir. On lui demande de repartir. Voilà. Et quand il revient avec Blinda, il se disait peut-être que je vais encore être expulsé. Non. Et là, c'est une blessure de Mjid, si je ne me trompe pas, qui fait qu'il finit dans le 11. Voilà, qui finit dans le 11. Voilà, mais le 10 octobre 93, j'oublierai jamais ce match. Et cette Coupe du Monde est un fiasco total. Face à la Zambie. Cette Coupe du Monde est un fiasco total. 98, c'est son apogée. Et maintenant, on espère que 2018 va apporter autant d'émotions. 98, qui avec le recul, est un très bon moment pour nous Marocains. On sort au premier tour, mais on a vécu 15 jours magnifiques. Motif d'espoir, les amis, c'est dans 98 il y a 8, 2018 il y a 8, et le 8 c'est le chiffre de porte-bonheur en Chine. Ah, bien sûr. Il a trouvé. Chine. Tu sais pourquoi? Non, l'anecdote, Amine. L'anecdote, c'est que les Jeux Olympiques 2008 ont commencé le 8-8 à 8h08 pour que ça soit. Ils sont très à cheval sur ça. Les amis, Hadji. Fatigué, qu'est-ce qu'il apporte à cette sélection aujourd'hui, en tout cas? Et le mythe Hadji, deux Coupes du Monde en tant que joueur. Je pense à tout dit, le mythe que c'est. Parce qu'on sait que Hervé Renard s'appuie beaucoup sur Baumel au niveau technique et préparation. Donc je pense que Hadji, c'est un peu le mythe, c'est un peu le grand frère, c'est un peu le liant. Il est marocain. Dans un staff composé donc de Renard et de Baumel, donc d'un staff français. Et puis voilà. Et puis moi je pense que ce qu'il apporte aussi, c'est ce côté gars bien. C'est-à-dire que Hadji n'est pas un garçon, je suis désolé de le dire, qui traîne des casseroles ou qui a une réputation sulfureuse au sein de l'équipe nationale. C'est vraiment le gars bien. C'est ce qu'on retient de lui sur les 25 ans. Tous ceux qui l'ont côtoyé le disent, dans son comportement, c'est quelqu'un de bien, voilà, tout simplement. Et dans un monde aujourd'hui où c'est de plus en plus difficile d'en trouver, notamment le monde du foot, je pense que ça doit pas mal rassurer les joueurs. Je me rappelle d'une image en particulier, un match d'équipe nationale où Belhanda doit sortir. On le sort en milieu de match, c'est très très tôt, et le premier qui se lève et qui part en courant pour l'enlacer, pour justement le calmer, c'est Hadji, pour le gérer, parce qu'il avait senti justement ce potentiel un peu tendu et énervé de Belhanda, et je pense que c'est très important, parce que ça peut vachement stabiliser un groupe. Et en même temps, il avait fait, je me rappelle, une déclaration, alors quand il était adjoint, qui n'était pas dans ce staff-là, mais le précédent. Des acquis. Oui, il avait fait une déclaration qui m'avait vraiment marqué, elle n'a pas fait beaucoup de bruit, je ne sais pas pourquoi, il avait dit que les joueurs n'étaient pas investis. Et tu te rappelles de cette déclaration? Et c'était quelque chose qu'on disait, nous, un peu dans les médias dans lesquels on s'exprimait, et qui nous valait pas mal de critiques parce qu'on était accusé de saboter l'équipe nationale, mais Hadji l'avait dit. Alors donc je pense que quelqu'un qui dit dans les médias que les joueurs n'en font pas assez, qu'ils ont peur globalement de se blesser, ce qu'il a dit lui de l'intérieur du vestiaire, et en l'intérieur du vestiaire, je pense non plus qu'il ne mâche pas ses mots, qu'il doit avoir le même mélange que Hervé Renard, c'est-à-dire en même temps il peut être très humain et aller consoler un Belhanda parce qu'il sent qu'il peut exploser, et en même temps je pense qu'il lui dirait ses vérités dans les yeux. Voilà. On a quand même l'impression par rapport à tous ces grands joueurs ou ces joueurs qui ont une grande carrière professionnelle qu'à la fin, quand tu lis leur histoire dans des interviews, qu'ils sont très réceptifs et ont beaucoup de respect
pour les entraîneurs ou les dirigeants qui ont été justes, qui ont été des gens bien. Parce qu'ils te disent qu'ils vivent dans un tel marigot qu'aujourd'hui, trouver des gens qui se comportent bien est très très rare. Et on a l'impression que Hadji donne cette image aux joueurs qui l'accompagnent dans les équipes nationales. Et je le répète, c'est encore très très important pour stabiliser un groupe et éviter qu'il n'implose. Juste les amis, avant de se quitter, par rapport à la préparation à cette Coupe du Monde, moi, j'ai un petit bémol, un petit regret, on va dire. J'aurais aimé offrir aux supporters de Lion de l'Atlas un match au Maroc, dans une belle ambiance, une belle soirée marocaine. Ça serait important aussi pour les joueurs, hein, parce qu'ils le sentent, ce genre de choses. On a vu le match amical contre Turin. J'ai rencontré les joueurs contre la Serbie à Turin. Ça avait marqué les joueurs. C'était vraiment une fête. Un moment de communion. Voilà, une fête pour lancer cette opération Coupe du Monde. Là, ils vont jouer à Genève contre la Slovaquie. Ça va être un peu plus... Je peux répondre? Plus frais, rapidement, 30 secondes. Je like. Tu likes quoi? Ce que tu dis. Je peux répondre? Oui. Moi, je pense que c'est très intelligent ce que tu viens de dire. Ouais. Et à un moment, j'ai eu peur que ton regret soit de ne pas être avec eux. Et là, j'ai vraiment eu peur. Non. C'est très bien là où tu es. C'est très intelligent ce que j'ai dit, même si ça ne me ressemble pas. Oui. Non, jamais je pourrais dire un truc comme ça. Non. Pas le chef. Jamais. Ça nous est réservé à nous. Moi, j'ai une question à vous poser rapidement, quelques secondes. Est-ce que vous allez rentrer ensemble à Casablanca? Oui, c'est moi qui conduis en plus. Ah, c'est toi qui conduis? Non, je ne peux pas conduire. Et il sera à côté? Je ne sais pas encore. On verra d'ici la voiture. En tout cas, c'est la fin de cette édition du Club. Merci Reda, merci les amis. On va se retrouver, nous, peut-être un peu dans une ambiance beaucoup plus calme. La semaine prochaine, on suivra encore de très très près les préparatifs de la sélection marocaine au prochain mondial. Ciao les amis.